Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la solution, ou des solutions plutôt, pour sortir de l'emprise d'un pervers narcissique ou d'un abus émotionnel, tout simplement, qui est un abus narcissique. La première question, c'est finalement comment sortir du déni, puisque la victime d'un pervers narcissique a une perception déformée de la réalité suite à la manipulation qui alterne avec les comportements destructeurs et séducteurs. Et donc, cette manipulation l'empêche finalement de voir clair et face à ces agressions, elle s'identifie finalement au discours de l'agresseur par peur. Donc, ça crée vraiment un problème de perception de la réalité. La victime idéalise l'agresseur et cette idéalisation lui fait adopter son discours. Et donc, c'est très difficile par la suite de sortir de cette idéalisation et elle est amenée à une sorte de déni des faits. Et c'est ça qui vraiment pose problème, qui fait perdurer l'emprise, c'est que la victime s'enferme dans le déni en étant enfermée dans la relation à l'agresseur, au pervers narcissique ou un agresseur qui est abuseur. Et donc, la solution, eh bien, la première étape, la première solution, ce serait de prendre du recul et d'observer les faits. Observer les faits, c'est-à-dire la victime est isolée par son agresseur, puis finalement, elle s'isole elle-même, puisqu'elle est enfermée dans le discours de l'agresseur qui la conditionne à s'isoler, à voir le monde extérieur comme mauvais et à l'idéaliser. C'est une idéalisation d'ailleurs réciproque dans la phase de séduction. Et donc en prenant du recul, en observant les faits, elle peut voir qu'il y a une contradiction entre ce que dit le pervers narcissique et ce qu'il fait, ou entre ce que dit l'agresseur, en général, tout abuseur émotionnel ou autre, et finalement ce qu'il fait. Donc, en prenant ce recul, elle peut observer la contradiction et c'est là qu'il y a une dissonance cognitive qui se crée puisqu'il y a des faits et la contradiction avec le discours du pervers narcissique. Et donc, elle peut sortir de cette dissonance cognitive en faisant vraiment toute la liste des faits et en s'autorisant finalement à réfléchir à cette contradiction. Et c'est possible grâce à l'aide parfois de personnes bienveillantes, soutenantes autour d'elle, grâce à la capacité qu'elle peut acquérir à s'apaiser. J'en parlerai après. Et donc, grâce à ce recul, elle peut observer et finalement reconnaître qu'il y a contradiction, que ce que dit l'abuseur ne correspond pas à la réalité, donc qu'il y a mensonge, qu'il y a manipulation. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir observer ces mensonges, cette manipulation avec le recul. Et donc, grâce à ce recul, elle peut voir que finalement, l'isolement où l'a enfermé l'agresseur a contribué évidemment à son déni. C'est le syndrome de Stockholm. Hein, donc, dans le syndrome de Stockholm, la victime d'un abuseur est isolée. Et puis, elle est manipulée par le discours de l'agresseur qui va dans le sens d'une idéalisation réciproque et de la diabolisation de l'extérieur. Et avec ce discours qui diabolise l'extérieur, il y a la possibilité pour l'agresseur à ce moment-là d'abuser et de détruire sa proie. Et c'est cette emprise qui perdure parfois des années parce que le discours est empreint de manipulation et de séduction. Dans le syndrome de Stockholm, on a pu observer comment la victime sympathise avec son agresseur. Il y a toujours évidemment cette notion de danger qui favorise la sympathisation, l'idéalisation, puisque la victime dans le syndrome de Stockholm est menacée de mort.
Et donc, ça s'est passé dans une attaque à main armée. Là, c'était une menace de mort physique, mais dans la relation à un agresseur qui est plutôt dans l'abus psychologique et émotionnel, on a affaire à un danger similaire, puisque finalement, la violence psychologique à long terme peut mener à la mort. La victime qui est submergée par le stress peut soit s'autodétruire, soit finalement perdre son immunité, perdre sa capacité à prendre soin d'elle-même et donc évoluer vers la maladie, les maladies dues au stress et donc en mourir ou bien se perdre dans des addictions pour supporter la violence et là aussi s'éteindre à petit feu. Donc finalement, il y a une équivalence, on va dire, entre le danger que vit une victime d'abus émotionnels narcissiques et la victime dans le syndrome de Stockholm, où là on a affaire, dans les faits qui se sont passés à Stockholm, à un danger de mort physique. Donc c'est cette terreur de la mise à mort que la victime ressent, qui lui fait tellement peur qu'elle veut sympathiser, elle marche sur des œufs et elle entre dans le déni pour supporter ce qu'elle vit. Et donc, tout cela contribue au maintien de l'emprise. Mais prendre du recul et faire face à la dissonance cognitive peut l'aider à sortir de cette emprise et sortir de son faux self. Donc, j'ai dit dans une vidéo précédente que les enfants pervers narcissiques ont été vraiment construits dans un faux self. On a tous un peu de faux self dans la mesure où il y a une nécessaire adaptation, mais chez les victimes de pervers narcissiques, surtout les enfants, il y a vraiment uniquement ces mécanismes de suradaptation. Là, on va parler de suradaptation qui se mettent en route et qui font que l'enfant d'un pervers narcissique n'est plus connecté à lui-même, il est dirigé par un faux self énorme qui finalement prend toute la place et ne lui permet plus d'être connecté à ses émotions, ses besoins, ses désirs et donc à être l'instrument du parent pervers narcissique pour se faire valoir. Et donc ce faux self est vraiment problématique parce qu'il empêche finalement l'enfant d'un pervers narcissique de prendre conscience de l'abus émotionnel, hein, que ce soit par le chantage affectif, la menace de rejet ou bien d'autres formes de violence, hein, culpabilisation, dénigrement, minimisation de la violence, tous ces phénomènes, les fausses urgences par exemple, qui ramènent constamment la victime auprès de l'agresseur qui se victimise, qui dénie sa violence, eh bien tout cela, toutes ces violences psychologiques et émotionnelles maintiennent le faux self de l'enfant et l'empêchent finalement de sortir de ce syndrome de Stockholm et donc de son faux self. Et donc l'étape suivante, après avoir pu identifier ces mécanismes de l'emprise, cette dissonance cognitive grâce à la comparaison avec les faits, donc nous allons alors pouvoir aborder la régulation des émotions et du stress, puisque c'est très souvent aussi le stress qui submerge la victime, et ce stress parfois est tel qu'elle n'arrive plus à penser. Donc quand les agressions engendrent trop de stress, l'amygdale envoie un excès d'adrénaline vers le corps, et donc ça bloque le fonctionnement du cerveau préfrontal, et toute cette adrénaline, ou le cortisol qui immobilise plutôt, eh bien, entraîne le déclenchement de comportements de survie par le cerveau reptilien. Et ces comportements de survie, eh bien, finalement, peuvent dominer la victime et l'empêcher d'être connectée à son vrai self. Elle s'enferme alors dans le faux self, se suradapte à son agresseur par la partie, donc il y a 3 mécanismes de survie, la partie, on va dire, du cerveau reptilien qui correspond au combat, il y a la partie plutôt fuite et la partie figement, et donc ces 3 comportements de survie sont déclenchés par l'excès de stress, et donc apprendre à réguler son stress est très important pour sortir de ce faux self qui est suradaptatif
et qui aide bien sûr la victime sous emprise à survivre, mais qui ne l'aide pas à vivre. Et donc pour retrouver sa capacité à vivre, à se reconstruire, il est essentiel de réguler son stress. Et donc les neurosciences ont mis en évidence l'importance de la respiration par la cohérence cardiaque, qui permet à la victime d'activer ses capacités à s'apaiser. Et donc nous allons dans ce cas-là faire une cohérence cardiaque si la victime est trop mobilisée dans le combat, la fuite, à faire une respiration en inspirant sur 4 secondes et en expirant sur 6 secondes pendant plus ou moins 5 minutes. On a déjà une diminution du cortisol, de l'adrénaline dans le sang de moitié. Bien sûr, on peut répéter cela, y ajouter une image apaisante, la référence à une activité, à un souvenir apaisant, une personne apaisante, un animal, un lieu, tout ce qui peut contribuer à l'apaisement, à la régulation du stress est bon. Et donc les ressources sont très importantes à identifier, faire la liste de ces ressources avec l'exercice de la cohérence cardiaque peut aider. Donc ces ressources qui peuvent être soit émotionnelles, relationnelles, émotionnelles, toutes ces ressources qui sont liées à la nature, des pensées, des écrits, des lectures, des ressources spirituelles, tout cela, eh bien, par l'usage de la respiration, peut aider la victime à réguler son stress, à réguler ses émotions, et donc à renforcer sa capacité à prendre du recul pour mieux observer et prendre du recul par rapport à cette dissonance cognitive, par rapport à l'emprise, et et avoir devant elle beaucoup mieux les preuves de l'abus narcissique. Et donc, si la victime est plutôt dans les comportements de combat, ce qui sera important, c'est d'identifier comment le stress se traduit au niveau du corps. Ce sera plutôt une personne qui respire de façon saccadée, avec beaucoup de tension, surtout au niveau du plexus, une tendance à l'hyperactivité mentale ou physique, une tendance à être dans un excès de chaleur, et donc avoir la bougeotte, ou bien la personne a plutôt tendance à la respiration crispée, elle a des difficultés à respirer, mais elle respire, mais de façon saccadée. Donc ça, c'est la partie combat. Il y a beaucoup d'énergie, mais pour se mobiliser. Par contre, et la partie fuite. Par contre, si elle est dans le figement, là, elle est sous l'emprise, elle est terrorisée par ce qui se passe dans la relation à son agresseur. C'est la terreur qui domine, alors que dans le combat et la fuite, on a plutôt de la colère, on a plutôt du dégoût, on a une tendance dans la fuite à faire plaisir et donc à être centré sur l'autre, mais il n'y a pas de figement, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de dépression, de désespoir, alors que dans le figement, c'est vraiment la honte, la tristesse, la culpabilité, le désespoir qui domine, et donc la tendance au repli, ce qu'on appelle l'impuissance apprise, qui est vraiment très importante chez les victimes de pervers narcissiques ou d'abuseurs narcissiques, et qui s'accompagne donc de dépression ou d'un burn-out, une perte de toute énergie vitale, parce que face à des agressions psychologiques répétées, la victime entre dans l'impuissance apprise, elle ne voit plus de solution à son mal-être, d'autant plus qu'elle est confuse face à ces messages paradoxaux qu'elle ne sait pas comprendre, identifier même, et donc elle se laisse mettre sous emprise à cause de cette confusion. Et donc, à la longue, cette impuissance apprise l'immobilise complètement, et elle ne voit plus, comme je disais dans la vidéo sur le faux self et les victimes de pervers narcissiques, elle ne voit plus que les barreaux de sa prison, elle n'identifie pas la prison parce qu'il y a toute cette manipulation, ce gaslighting, hein, donc, qui est présent, qui la rend confuse et incapable finalement, même si la prison est ouverte, de sortir de sa prison. Puisque à ce moment-là, le pervers narcissique a pris la place de son moi, il pense pour elle, et elle a intériorisé
elle s'est identifiée au discours de son agresseur. Et donc là, c'est très important de repérer toute cette terreur qui est en elle, qui la fige. Elle se traduit dans le corps plutôt par du froid, des douleurs chroniques, une tendance à se sentir lourd, à ne plus avoir de capacité à se concentrer, à mémoriser, une tendance à une respiration vraiment minimum. On respire pour le minimum pour prendre le moins possible de place quand on marche sur des œufs, quand on veut s'effacer pour éviter d'être agressé. Et donc, une boule à la gorge, une boule au ventre, tous ces symptômes physiques sont l'indicateur d'un grand niveau de stress. Et l'identifier permet alors de réguler ce stress, d'apprendre par la cohérence cardiaque et l'usage de ses ressources à sortir de ce figement pour alors adopter des défenses actives. Nous allons en parler. Donc ces 3 mécanismes de survie constituent son faux self. Ils permettent finalement de s'adapter à une situation difficile à vivre, puisque la victime est dans une grande insécurité, un sentiment de danger. Elle marche sur des œufs, elle s'éteint progressivement, et donc c'est un mécanisme de survie, elle n'est pas dans la vie. Et donc l'étape suivante, après la régulation du stress, c'est le dialogue interne avec soi. Très souvent, la victime a intériorisé le discours de son agresseur, de l'abuseur narcissique, et donc elle se dit à elle-même finalement ce que l'abuseur lui a dit et répété sans cesse. C'est un harcèlement moral, donc à force d'être harcelée, elle finit par penser comme son agresseur, surtout qu'il y a de la manipulation en alternance. Et donc c'est très important d'identifier qu'est-ce qui, dans le discours de l'agresseur, a pu la hameçonner. Parce que très souvent, en fait, le pervers narcissique ou l'abuseur émotionnel repère chez la victime quels sont finalement les messages d'autorité du passé qui ont marqué son psychisme et qui la conditionnent à agir d'une certaine façon, à penser, à parler d'une certaine façon, à se comporter d'une certaine façon. Et donc, dans ces messages d'autorité du passé, on peut par exemple repérer ce que Karpman a identifié avec Berne, les messages d'autorité du passé que sont les messages « sois parfait »,« sois sage »,« fais plaisir », on peut le dire autrement, c'est « fais des efforts »,« sois fort ». Et les autres messages qui correspondent plus à la partie figé, ça c'est Stephen Porges qui, avec la théorie polyvagale, a mis en évidence la partie figée qui est tout aussi importante, même souvent la plus importante chez les victimes d'abuseurs émotionnels et narcissiques. C'est des messages d'autorité de type « tais-toi », ça peut être aussi « tu n'es pas assez »,« attends »,« laisse faire ». Tous ces messages favorisent plutôt le figement. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, le pervers narcissique va vraiment renforcer ces messages d'autorité du passé qui ont amené la victime à se figer et à perdre l'estime de soi en étant dans l'insécurité. Donc, repérer ces messages d'autorité permet à la victime de dialoguer avec elle-même pour vraiment prendre du recul par rapport à ces messages et voir qu'ils favorisent la mise sous emprise, ils sont utilisés par l'abuseur émotionnel pour la conditionner à la mise sous sa domination et être exploitée, détruite. Donc c'est important de dialoguer avec ces parties de soi, surtout la partie critique, hein, c'est dans la partie combat, nous avons la tendance à l'autocritique ou à la critique, la tendance à vouloir tout contrôler, se contrôler, et ça amène la victime finalement à se dévaloriser. Et donc ça c'est très important de dialoguer avec cette partie de soi finalement qui peut s'identifier avec l'agresseur et l'amener à se maltraiter même en l'absence de l'agresseur et continuer finalement bien au-delà de l'emprise à se maltraiter. La victime donc peut transformer ces messages. Si on prend par exemple le message « sois parfait »,
eh bien, ce sera finalement de voir que elle a le droit, elle a des droits humains. C'est très important de se redonner des droits, le droit à l'imperfection, le droit à l'erreur, puisque finalement tout apprentissage se fait par essai et erreur. Et ainsi, en dialoguant avec soi, en prenant du recul par rapport à ce discours, eh bien, elle peut petit à petit prendre distance par rapport à la manipulation, par rapport à la domination et reconstruire ses propres valeurs, ses propres croyances et se reconnecter à son vrai soi. Donc, se reconnecter à son vrai soi, c'est aussi redéfinir ce qui est important pour soi. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes valeurs? Même si je repense avant la relation d'emprise, quelles étaient mes valeurs? Et donc, ça peut l'aider à redonner un sens à sa vie, le sens qu'elle a perdu avec la relation d'emprise à l'abuseur narcissique, puisque il travaille à déconstruire les valeurs de la personne et en perdant ces valeurs, finalement, il peut lui faire faire des choses inacceptables, des choses qu'elle n'aurait jamais faites avant. Mais la chose essentielle aussi, c'est d'apprendre à mettre ses limites, à dire non et à se dire non. Et donc, apprendre à mettre ses limites, ça demande d'abord de se reconnecter à son vrai soi, c'est-à-dire à ses émotions. Les émotions nous renvoient à des besoins frustrés. Ces besoins frustrés sont très importants à identifier afin de les satisfaire. Et quand on identifie ces besoins, automatiquement, on sait poser ses limites. Donc, par exemple, j'ai besoin de respect. Voilà, ce besoin, eh bien, si je l'identifie, je me donne le droit, me redonne mes droits humains, je me donne le droit au respect, je me respecte, je pose ma limite et je m'accroche à mon besoin. Et donc, si j'apprends aussi à dire non, c'est que je peux aussi me dire non, puisque, comme on l'a dit, là, comme je l'ai dit, la victime a pu intérioriser le discours de l'agresseur, et donc il y a parfois des comportements chez elle, des pensées qui l'amènent à ne pas se respecter, et donc c'est très important par rapport à ces comportements, ces pensées, de se dire non. Là, j'ai atteint mes limites, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, je respecte ma limite. Donc, sinon, elle continue à se maltraiter bien après l'emprise. Et enfin, l'élément essentiel, finalement, c'est de couper le lien avec l'abuseur narcissique, puisque en gardant un lien, même ténu, même quand c'est parfois avec des grands espaces d'absence, eh bien, finalement, sa manipulation peut très facilement reprendre le dessus si on ne fait pas vraiment un vrai travail sur soi. Et donc, c'est très important, cette capacité à pouvoir finalement couper le lien, en tout cas d'apprendre à l'acquérir pour pouvoir vraiment se libérer de l'emprise, cette emprise psychologique qui peut bien aller bien au-delà de la relation, puisque même après avoir coupé physiquement avec l'agresseur, eh bien l'emprise peut rester à l'intérieur de soi à travers l'identification partielle à l'agresseur. Voilà, si ça vous a plu, eh bien, vous pouvez mettre un j'aime sur cette vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, j'ai écrit un livre justement qui consiste à aider les victimes à repérer les traumatismes et à les traiter. Ce sont les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme, récits et témoignages avec des témoignages de personnes qui ont vécu ce genre d'abus narcissique et qui pourront vous aider à identifier les violences, la manipulation et à trouver des solutions pour en sortir. C'est paru aux éditions Ellipse en avril 2022. À bientôt!